Je m'appelle Karine Lischke. Je viens de l'espace autour de Vienne, donc j'habite à Vienne et j'appartiens aux consommatrices actives. Voilà, j'ai continué un peu trop loin, donc pour moi, c'est une situation particulière car j'entre de front euh, d'être dans un réseau, mais c'est un désir qu'on voudrait avoir, mais les débuts n'ont pas été aussi bons qu'on se l'imaginait. C'est-à-dire que maintenant, je suis dans la situation que j'essaye de vous raconter ce qui se passe et quel est l'état des faits en tant que consommatrice active. Bon, ça c'est peut-être intéressant pour vous, c'est pour ça que j'essaie de vous dire qui je suis. Alors, mes premiers points. Bon, j'ai quand même sauté quelques points ici sur ma présentation PowerPoint. J'espère que ce n'est pas trop grave. Je dirais que le développement est très clair depuis la première CSA en 2011 à laquelle je fais partie. Ça, c'est la Gela Oxenherz depuis de 2011. Mais il n'existe pas d'organisation de base qui organise le tout. Il y a à peu près 30 initiatives ou exploitations agricoles. Et voilà à quoi. Donc j'ai essayé de mener une enquête téléphonique pour voir si nous étions à peu près 30 ou pas. Mais nous avons reçu vraiment un très bel aperçu quelles sont les diverses catégories. Et donc, nous avons diverses catégories comprises dans ces 30 exploitations. Et maintenant, je m'appuie ici sur une enquête et une catégorisation d'une étude qui s'appelle Perspective pour l'économie solidaire en agriculture pour essayer de caractériser un peu ce que c'est la Solavie en Autriche. Il existe trois types où je vais passer rapidement car je pense que vous connaissez de quoi je parle. Quand je parle de Solavie, je pense de Solavie en tant qu'élément de la transformation sociopolitique. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une stratégie pour des changements sociétaux et l'émancipation. Dans la pratique, cela signifie qu'on n'a plus de différence entre les consommateurs et les producteurs, c'est-à-dire qu'ensuite en Allemagne on utilise aussi qu'on ait un groupement d'enchères. Cela est connu en Allemagne et en Autriche. Si vous avez des questions par rapport à cela, posez-les. Ensuite, la problématique que on dit que la nourriture ne doit pas être vue comme une marchandise capitaliste et qu'on maximise les profits aux dépens de l'homme, de la nature et de la coexistence sociale. Et la solution est comprise dans la décommodification de la nourriture. Donc ça signifie qu'on est prêt à s'engager pour sa nourriture. Et je voudrais parler aussi de la nouvelle autosuffisance. Et les principes de base c'est qu'on parle des communautés et de la souveraineté alimentaire. Donc, ce qui est typique dans ce domaine, c'est la Gela Oxenherz, qui se situe à 40 km de Vienne sur 16 hectares et qui a 280 usagers. Et c'est la première Solavie qui a été fondée en 2011 et qui s'est multipliée. Donc j'avais parlé de la Gela Oxenherz, qu'on peut dire qu'il y a une propagation de ce modèle, car il existe plusieurs entreprises qui ont été fondées à partir de la première entreprise. Maintenant, rassemblant donc des changements de modification de la société. Et ça, c'est donc cette catégorie particulière. Oui, donc dans ce cas-là, avec la Solavie, part du principe, c'est de former des communautés. Donc la Solavie est vue comme partie de la société pour donner une production qui est basée sur la spiritualité et qui donne un sens. Dans la pratique,
problématique. On essaye de découpler le prix de la marchandise. Il existe des cotisations qui ont été fixes et on dit de quelle nourriture il s'agit et ensuite on fait des actions de groupe pour renforcer l'aspect sociétal. Et donc, on veut qu'il y ait un lien entre l'homme et la production de la nourriture et qu'on se rend compte quelle est la valeur des marchandises et qu'on fournisse des aliments qui sont de bonne qualité et sains. Et le principe est que grâce à l'anthroposophie, qu'il y a un renforcement grâce à et qu'on parle des communautés et qu'on parle de post-croissance. Un exemple pour une telle entreprise, c'est la Zolaco. C'est une coopérative de 2 entreprises qui, ensemble, assurent un approvisionnement ensemble. Et donc, il s'agit d'une exploitation laitière et d'une exploitation de maraîchage et de grande culture. Ils se concentrent dans ce cas-là à donner une formation pour les individus et les groupes pour que des changements s'effectuent. Troisième catégorie ici, c'est la Solafy comme partie de stratégie économique alternative. Donc, pour assurer l'acceptance des entreprises et aussi permettre cela aux consommateurs. La pratique ici sera la suivante. Donc, l'agriculture contractuelle en Suisse, donc de ne plus avoir de séparation entre les consommateurs et les producteurs et de ne plus lier le prix à la marchandise. Il existe des cotisations fixes, parfois aussi des parties fixées d'avance pour les marchandises et on s'oriente plus pour le service aux consommateurs. La problématique, c'est que c'est le dilemme de l'agriculture, c'est qu'il y a une exploitation de l'environnement et que les gens s'auto-exploitent et qu'on le montre et que les consommateurs qui ne désirent pas d'aliments malsains. Et donc la solution, c'est qu'on assure une sécurité de planification pour les producteurs et que les consommateurs obtiennent des aliments biologiques et sains et que ce transport. Et le principe de base, c'est qu'on a une transformation agricole et aussi un mode de vie sain et durable. Voilà, ça c'est une entreprise, c'est la Gelavi Jackelhof qui se trouve en Styrie, où il y a une combinaison entre Solavie et un magasin dans la ferme. Donc c'est une forme mixte. Dans ce cas-là, on se concentre dans cette catégorie sur la nouvelle autonomie des petits paysans grâce à une vente directe régionale. Maintenant, j'ai une problématique que je voudrais discuter ici pour autant que cela soit possible. Donc, une problématique que j'ai formulée de dire quel est l'impact sur l'extérieur de la Solavie. Donc, moi, je ne suis pas une chercheuse, c'est pour ça que j'ai essayé simplement de prendre cela ici comme question. Est-ce que la recherche permet de clarifier le modèle et l'idée? Est-ce qu'il y a un manque d'affirmation claire? Quel est l'impact de ces modèles et quels sont les résultats? Et ensuite, l'impact vers l'intérieur. Dans quel sens est-ce que les gens qui essayent de réaliser ce principe le comprennent? Donc là, je pense tant aux producteurs qu'aux consommateurs. Est-ce qu'il existe des règles? Est-ce qu'elles sont connues? Donc là, j'ai parlé des règles de TECAI. Et est-ce qu'il existe un manque d'affirmation claire de ce que ce modèle est capable de fournir ou pas, mais vers l'intérieur? Donc là, il s'agit surtout de la communication. Comment fonctionne la transmission de l'idée vers l'intérieur et aussi vers l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait pour un autre
cercles. Donc, je me suis permis de reprendre ces règles Taika et de les illustrer. Et maintenant, ces règles, je ne voudrais pas en parler en détail, parce que je suppose que vous les connaissez. Maintenant, je passe au développement qui ont eu lieu depuis 2015 pour la mise en réseau. Voilà, maintenant, ça, c'est quelque chose que j'ai repris de Stéphane Pape. Et donc, on voit le développement en rapide depuis 2015. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus d'exploitation agricole dans ce domaine. Et depuis 2016, et à Keuflar, nous avons une réunion de réseautage. Et en 2017, nous avons eu la première réunion du Conseil de sol et vie à Vöcklabruck. Donc 11 fermes ont envoyé des décrets sur 30. Et on a pris diverses décisions. Par exemple, d'avoir une image directrice et d'avoir aussi un conseil. Malheureusement, rien ne s'est passé depuis. Donc jusqu'à présent, ce réseau n'a pas encore pris forme. Maintenant, je vais passer à la seule avion en Autriche. Et donc, quel est le contexte? Quels sont les... qui soutient cette idée de la seule vie? Donc, c'est Bio Autrasina, la Via Campesina et aussi le réseau de fondations pour l'exploitation actuelle. Donc, je crois que je suis arrivée à la dernière diapositive. Voilà des questions que je me pose. Est-ce qu'il y a de nouveaux objectifs? Comment les thématiser? Et donc, d'expliquer de façon intelligible à tout le monde cette idée de la part du réseau. Cela me semble absolument essentiel. Et l'idée que cette idée devrait être amenée au centre de la société et pas dans une niche. Et ensuite, il faut aussi introduire ça dans d'autres réseaux au niveau politique. Et donc, comment collaborer de façon coopérative. Voilà l'image de base et merci beaucoup pour votre attention. Pas de questions? Pas de commentaires? Dans ce cas-là, on continue. Est-ce que toi, tu as des questions? Ce qu'on peut faire, Karine, tu as soulevé de nombreuses questions, très bonne chose. Et j'espère que ça nous donnera l'occasion de reprendre certaines de ces questions durant l'après-midi ou entre-temps. Par exemple aussi dans les groupes de travail. Puisqu'on a 6 domaines et que tu reprennes tes questions et qu'on peut revenir sur ces questions. Si c'est le bon pour toi. Dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas de questions? Si, il y a une question. Donc on a quand même un peu de temps pour les questions. Non. Je suis et je voudrais parler de... On voulait échapper du grand commerce qui nous impose des règles, qui nous impose n'importe quoi, en fait, qui n'était pas en équilibre avec la nature, il n'était pas conforme. Le choix du biologique, quand tu choisis de faire le biologique, tu dois entreprendre un chemin personnel, un parcours personnel. Il existe un bien commun, un facteur commun, et j'ai un commentaire à avancer. Alors, on parle d'avenir. On se rend compte que nous avons entrepris ce parcours d'économie solidaire. C'était notre choix dans le respect de l'environnement, dans le respect des consommateurs. Maintenant, de l'autre part, le consommateur doit agir de manière solidaire. Dans ces projets, je vois
une clôture, une fermeture, on dirait des clubs privés. Et il existe la difficulté à se présenter au grand public. Je ne crois pas que la grande distribution devra être la représentante de l'agriculture solidaire. Il y a des raisons de marketing, mais la grande distribution, c'est un insuccès. Il faut partir des modèles écologiques avec un engagement de la part du consommateur. Il faut y croire. Si on lui demande seulement de payer le produit biologique parce qu'il présente une valeur ajoutée, ce n'est pas durable. Ça ne peut pas marcher. Moi, j'ai vu le projet d'Agrico de 1978 et au sein de ce projet, les consommateurs, ils sont convaincus, ils sont conscients qu'ils font partie d'un projet pour sauvegarder l'environnement et le monde à l'avenir. L'éco-bio, c'est une exploitation petite, mais elle met en marche toute une série de réactions positives. On peut résumer cette question. Est-ce que c'était une question? Car moi j'avais l'impression que c'était vraiment une déclaration, ce qui était le cas, effectivement. Voilà. Donc, je vais juste résumer ce qui a été dit. Voilà, c'est un peu la même chose, mais enfin, on va quand même le redire. Enzo Catori a dit que eux, en tant qu'agriculteurs bio, ont fait leur devoir, qu'ils ont déjà travaillé longtemps dans cette direction, qu'ils ont construit l'agriculture biologique et maintenant les consommateurs devraient prendre au sérieux leurs responsabilités. Et la Solavi, avec ses petites initiatives, est tout à fait adéquate pour promouvoir la conscientisation des consommateurs. Non, bah, il semblerait que c'est pas ça. Non, il a plutôt, je vais quand même pas tout répéter, mais il a dit qu'il s'agit d'un cercle fermé, que c'est un peu comme un club privé, mais qu'il faudrait essayer d'étendre cela et d'atteindre d'autres milieux, si j'ai bien compris, si je peux dire cela ainsi. Donc c'est ce que j'avais dit aussi avec toute cette chaîne de création de valeur. Donc on produit pas simplement des aliments sains et puis on se sent bien, mais après ça on a un problème avec la propagation de ce modèle car sinon c'est vraiment quelque chose de très marginal et un truc de niche. Donc je vais dire quelque chose, encore une chose, un sujet qui est important pour nous, que je voulais aussi amener dans le premier débat, c'est celui de la communication. Comment fonctionne la communication dans ces cas particuliers? On pourrait dire qu'il existe toujours cette nouvelle prétention que on veut avoir quelque chose de tout nouveau, qu'on veut s'adresser à de nouveaux acteurs. Il y a les producteurs et les consommateurs qui devraient communiquer, dire quels sont nos besoins. Et moi, je reviens volontiers à ce phénomène du marché. Il existait des marchés autrefois, mais aussi il existe encore euh, seulement dans des petites dimensions, là où les paysans vendent leurs produits sur des stands. Là, forcément, ils devaient communiquer. Et cela, c'est quelque chose qu'il faut réapprendre. Et c'est un processus qu'il faudrait apprendre. Comment est-ce que je transmets mes valeurs? Mais c'est là où ça se passe sur une place de marché. Et je pense que c'est extrêmement important d'examiner ça du point de vue phénoménologique. Peut-être encore une dernière prise de parole. Comme ça, nous restons dans les temps. Bon, peut-être rapidement. Je vois une grande question qui s'est cristallisée ici. Et c'est la suivante. Oui, oui, on vous entend. Une question, c'est comment est-ce que nous pouvons sortir du club fermé et comment nous pouvons sortir de la niche. Et voilà, nous, on est aussi parfois en Bolivie. Et en Bolivie, la législation dit
que le gouvernement doit faire et agir pour la solidarité. Et ils ont d'abord dit au début, oh, il y a trop de résistance, même pour un gouvernement de gauche. Alors ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on peut quand même faire? Donc normalement, si on regarde l'économie politique, on parle uniquement de l'économie privée qu'il faut promouvoir. Eux, ils ont dit, bah non, on va pas le faire ça. On ne veut pas promouvoir l'économie privée, mais on ne veut pas en être dépendant seulement. On a une partie de notre société qui doit dépendre de l'économie publique. La Bolivie a beaucoup de richesses naturelles. Donc, ils ont un sous-sol riche, mais même si la population est pauvre. Et on dit que voilà, on laisse l'industrie privée exploiter cela, mais ils doivent payer des impôts élevés et ainsi on peut financer nos actions sociales. Et on disait, oui, mais c'est pas suffisant, il faut aussi qu'on s'occupe d'économie solidaire. C'est pour ça qu'on doit avoir un ministère et des lois pour l'économie solidaire. Et là, ils ont dit, outre l'économie solidaire, donc associative, il existe aussi de façon traditionnelle ce qu'on appelle l'économie communale ou communautaire. Cela existe aussi en Bolivie. Donc, nous avons besoin des lois particulières pour soutenir cette économie communautaire. Et c'est ce qui reste ensuite du secteur privé. Et ça, je crois que c'est une stratégie tout à fait intelligente, car on pourrait demander cela aussi de nos gouvernements. On disait, pourquoi vous faites uniquement de la politique pour l'économie privée? Nous existons aussi. Vous nous dites, on est bien, mais alors soutenez-nous aussi. Où est-ce qu'il existe une politique qui nous soutient? Et dans ce cas-là, je crois qu'on avancera rapidement pour répandre nos idées grâce à l'État, parce que nous ne disons pas on rejette tout le reste. Non, on dit simplement on veut augmenter notre part et nous avons le droit de croître aussi, car du point de vue d'un bilan social, nous sommes nettement meilleurs que beaucoup de fonctions privées. Ça peut être aussi comme feedback par rapport à ce qu'on vient de discuter ici.